Le plaisir est pour nous de vous savoir nombreux en train de suivre cette grande édition du journal de Congo-Base Télévision. En voici les principales articulations. L'ancien Premier ministre Matata Ponyo COP 20 ans de prison requis selon le verdict de la Cour constitutionnelle. À suivre. L'ONATRA lance les navettes fluviales pour mettre fin aux embouteillages qui guettent les Quinois. Madame, Messieurs, une fois de plus, bienvenue à cette grande édition. Et merci de nous choisir malgré les absences ce mercredi 23 avril du procès détournement des fonds destinés sur l'exploitation du parc agro-industriel de Bukanga-Lonzo. Le ministère public a requis 20 ans de prison, des travaux forcés et des arrestations immédiates des prévenus Matata Ponyo, Deogracias Mutombo et Christo Globert. Accusé de s'inscrire à une procédure irrégulière, raison qui entraîne même l'absence du prévenu. Matata Ponyo à l'audience de ce jour, estimant qu'il est couvert jusque-là par ses immunités parlementaires. En revanche, la Cour constitutionnelle a estimé bon de juger par défaut l'ancien Premier ministre qui est accusé de détournement des fonds destinés à l'exploitation du parc agro-industriel de Bukanga-Lonzo. Prenons la parole. Au début de l'audience, le président de la Cour constitutionnelle, Dieudonné Kamuleta, a appelé l'Assemblée nationale au respect strict de la Constitution, surtout d'éviter toute interférence aux décisions de la justice, notamment dans un procès en cours. Après plusieurs apparitions des inspecteurs de l'IGF, le ministère public a requis 20 ans de travaux forcés au prévenu Matata Ponyo, ancien Premier ministre, Deogracias Mutombo, ancien gouverneur de la Banque centrale, ainsi que l'opérateur économique Christo Globert, que le ministère public exige par ailleurs son expulsion définitive sur le sol congolais étant des nationalités sud-africaines. Chacun a 20 ans de travaux forcés, d'ordonner leur arrestation immédiate, de condamner en outre les prévenus Dit dans un communiqué officiel un bilan de 5 personnes disparues, dont 3 adultes et 2 enfants, également 15 rescapés sauvés par les ports du gilet de sauvetage. Le VPM en charge des transports, Jean-Pierre Bemba, a par ailleurs rappelé la nécessité du port obligatoire des gilets de sauvetage. Il dénonce également la non-application de cette décision par certaines autorités. Dans le cadre de lutter contre les embouteillages dans la ville de Kinshasa, l'ONATRA vient de lancer les navettes fluviales pour aider la population à se déplacer sans pour autant prendre beaucoup de temps dans les embouteillages, d'après la descente effectuée par nos reporters. 2 grands bateaux, bus fluvial de 300 à 400 places chacun, ainsi que 5 canaux rapides et 32 places ont été déployées sur cette ligne. Laetitia Mvemba, Jeunesse Léa, pour ces reportages. Ces nouveaux services de navettes fluviales entre le beach Ngobila et Maluku lancés par l'Office national des transports s'inscrit dans les buts de lutter contre les embouteillages qui sévissent dans la ville-province de Kinshasa. C'est selon Vital Mouchoko, directeur de l'ONATRA et responsable de l'exploitation du beach Ngobila. Qu'en est-il de la tarification et au sujet des zones concernées? Tatimboko, sous-directeur et responsable de l'exploitation de l'ONATRA du beach Ngobila, relate. Dans la vision
du chef de l'État. Voilà, et l'ONATRA a envisagé aussi d'entreprendre la voie fluviale pour essayer d'aider la population au niveau des embouteillages qui se vit dans la ville de Kinshasa. Voilà, donc aujourd'hui, nous pouvons dire que merci à l'ONATRA et qui a suivi la vision du chef de l'État, au fait, qui vient de matérialiser la vision du chef de l'État par rapport à ces grands projets de taxis fluviaux dans le trafic interurbain, fluvial. Voilà, aujourd'hui, c'est une réalité. Il a par ailleurs fixé l'opinion au sujet du naufrage survenu au bord du fleuve Congo mardi dernier, ayant occasionné la disparition de 3 adultes et 2 enfants, tout en souhaitant ses condoléances aux familles éplorées. Nous avons le regret d'annoncer cela et nous souhaitons toutes nos condoléances à toutes ces familles parce qu'il s'agissait jusque-là de 4 CG RDC et un CG congolais de Brazzaville. Voilà, c'est une triste histoire. Mais c'est vrai qu'il y a eu un malentendu au niveau des réseaux sociaux. Vous savez, l'officiel, les réseaux sociaux, ce n'est pas l'officiel à 100%. Hein. L'officiel, c'est les médias télévisés. Voilà, donc nous avons pu attendre pour avoir toutes les informations précises et annoncer à l'autorité dans une voie officielle. Voilà, par des écrits, par des rapports écrits officiellement par le service établi. Une descente est prévue ce jeudi à Maluku, à Ngandamosolo. Après le passage du président de la République, Premier ministre et du président du Sénat, c'était ce mercredi le tour de la ministre des Affaires étrangères, Thérèse Kaikwamba-Vanière, à se rendre à l'annonciature apostolique de Kinshasa où elle a exprimé sa compassion aux nonces apostoliques et à l'Église catholique universelle suite au décès du pape François. La chef de la diplomatie congolaise a dans la suite reçu du nonce apostolique l'invitation adressée aux autorités congolaises en vue de participer ce samedi au Vatican aux obsèques de la sainteté pontife. Société à présent, la société civile du Sud et Nord Kivu, défenseurs des droits humains, ayant fui la guerre dans l'Est de la RDC, se sont réunis ce mercredi 23 avril dans la salle de conférence de l'INRB à Kinshasa. Il en ressort après cette réunion quelques recommandations faites à l'endroit des autorités gouvernementales par rapport à la crise sécuritaire actuelle. Il était à l'RDC, ils ont à la caméra Héritier Chako. Des défenseurs des droits humains du Nord Kivu et du Sud Kivu face à la guerre dans l'Est de la RDC. Nous, défenseurs des droits humains, venons d'échanger et de réfléchir sur la crise grave sécuritaire et humanitaire dans l'Est de la République démocratique du Congo. Il ressort de ces échanges les constants ci-après. La population des provinces cis-mentionnées vit dans une prison à ciel ouvert sous les traumatismes, la faim, les tueries, les assassinats ciblés, les enlèvements, les recrutements forcés des jeunes et des mineurs, les violences sexuelles utilisées comme armes de guerre, la torture, les cambriolages, les pillages systématiques, l'exploitation illicite et fraude des ressources naturelles, institution d'une administration parallèle au nord et au sud Kivu. La population de ces deux provinces est accablée par une crise sécuritaire sans précédent qui paralyse les activités économiques pendant environ 4 ans pour certains territoires de la province du Nord Kivu, 3 mois pour la ville de Goma et 2 mois pour celle de Bukavu, dont les pertes sont énormes pour la population de la RDC, mais ça en profite aujourd'hui pour la population, mais également la République du Rwanda.
Plusieurs familles sont exposées à la perte des investissements donnés en gage dans des banques et institutions de microfinance, car ces derniers sont dans les capacités de rembourser les crédits. La résolution 2773 du Conseil de sécurité des Nations Unies du 21 février 2025 continue à être foulée aux pieds par le Rwanda et le M23 AFC. Les initiatives de paix, notamment les processus de Luanda, de Nairobi et de Doha, peinent à aboutir à un résultat satisfaisant. Des centaines de défenseurs des droits humains ainsi que des milliers de déplacés et réfugiés vivent dans la précarité à cause de la guerre et des menaces multiformes. Face à ces tableaux sombres, les défenseurs des droits humains des provinces du Nord Kivu et du Sud Kivu demandent 1. L'application effective de la résolution 2773 du Conseil de sécurité des Nations Unies. 2. Le renforcement de la présence de la MONUSCO et son action dans la protection des civils conformément à son mandat avec possibilité d'un redéploiement au Sud Kivu. 3. L'ouverture d'un couloir humanitaire pour faciliter la réponse aux besoins de la population meurtrie. 4. Diligenter l'effectivité du mécanisme de la justice transitionnelle pour la RDC. Restons toujours dans le même secteur. Les consortiums des ONG des droits de l'homme à RDC, au cours d'une déclaration faite ce mercredi 23 avril, condamne et demande et dénonce avec la plus grande fermeté l'enlèvement et la détention qu'il estime extrajudiciaire de Maître Palankoy Louakas, avocat inscrit au tribunal de Kinshasa-Gombe et défenseur engagé des droits humains par les conseils de cyberdéfense depuis le 14 mars dernier dans son bureau de travail. Images et commentaires. Selon les informations à notre disposition, Maître Palankoy est détenu arbitrairement par le Conseil national de cyberdéfense sans qu'aucune charge formelle ne lui ait été notifiée et tout accès à sa famille ainsi que ses avocats lui est dénié. Cette situation constitue une violation flagrante de ses droits fondamentaux tels que garantis par différents instruments juridiques nationaux et internationaux, notamment les droits à la liberté et la sûreté de sa personne, les droits à un procès équitable devant son juge naturel, les droits à l'assistance d'un conseil de son choix et le droit de recevoir la visite de ses proches. Pire encore, son passeport lui a été confisqué, restreignant arbitrairement sa liberté et mouvement en dehors de toute décision de justice et surtout qu'aucun élément ne permet de craindre sa fuite. Le consortium des ONG des droits de l'homme en RDC déplore qu'à ce jour, aucune réaction significative enregistrée de la part du barreau, qui a pourtant pour mission de défendre l'indépendance de ses membres et garantir les principes de l'état de droit. Le consortium des ONG des droits de l'homme ne cessera de dénoncer fermement des pratiques de criminalisation de l'exercice de la profession d'avocat et le recours à des organes non judiciaires pour enlever, séquestrer et détenir les citoyens congolais en violation flagrante de leurs droits. À cet égard, le consortium des ONG s'interroge sur les attributions légales du Conseil national de cyberdéfense. Schéma national d'aménagement du territoire, instrument de gestion durable de l'espace et des ressources naturelles dans le but de protéger l'environnement et de promouvoir un usage national des terres, des eaux et des forêts. C'est la matière débattue ce mercredi 23 avril dans l'enceinte du nouveau bâtiment de l'INA. Suivez. C'est une suite à un processus de la réforme de l'aménagement du territoire dont l'un des objectifs, c'est l'élaboration d'un schéma national d'aménagement du territoire qui est un outil de planification qui donne de grandes orientations pour la gestion de l'espace physique congolais. Et cet outil connaît plusieurs étapes.
Une première étape sur le diagnostic. Un rapport de diagnostic a déjà été rédigé qui donne plusieurs préconisations. Alors il fallait continuer avec la suite de ce processus. C'est ainsi qu'on a organisé cet atelier pour présenter les étapes, les grandes étapes pour l'élaboration de ces schémas-là. Alors, les parties prenantes qui sont invitées pour que le processus soit inclusif sont venues pour valider ces étapes, la suite des étapes pour l'élaboration de ces schémas. C'est la raison de l'organisation de cet atelier et ces étapes ont été validées par toutes les parties prenantes moyennant quelques amendements. En dehors de nos frontières, l'opposant Tidjane Thiam, écarté de la justice de la course à la présidentielle en Côte d'Ivoire, stratégie d'inclusion de l'intelligence artificielle, plus le funérail du pape sont là les sujets sélectionnés pour vous en page internationale. Suivez ces condensés. Le chef du principal parti d'opposition en Côte d'Ivoire, Tidjane Thiam, sera bientôt radié de la liste électorale. À 6 mois de la prochaine présidentielle, la justice a estimé, mardi 22 avril, qu'il avait perdu sa nationalité ivoirienne, selon l'un de ses avocats. Avec ces jugements, qui n'est susceptible d'aucun recours, Tidjane Thiam rejoint d'autres opposants, comme l'ex-président Laurent Gbagbo, lui aussi absent de la liste électorale à la suite d'une condamnation judiciaire. Elle s'est imposée comme un outil incontournable. Aujourd'hui, l'intelligence artificielle redessine les contours du monde dans presque tous les secteurs, de la santé à l'agriculture, en passant par l'éducation, la finance ou les services publics. Cependant, force est de constater que l'Afrique reste à la traîne. En effet, selon la Banque mondiale, seulement 36% de 1,3 milliard d'habitants de l'Afrique ont accès à Internet. Et pour l'heure, moins de 100 data centers sont implantés sur les sols africains, soit 1,3% du total mondial. Un paradigme que les dirigeants ont décidé de changer en instituant des protocoles devant permettre le partage des connaissances et d'expertise à l'échelle continentale. Comme pour Jean-Paul II en 2005, des dizaines de dirigeants étrangers et têtes couronnées assisteront aux funérailles du pape François samedi 26 avril au matin sur la place Saint-Pierre au Vatican, où sont attendus des centaines de milliers de fidèles. Donald Trump a annoncé qu'il viendrait accompagné de sa femme Melania, malgré les critiques dures et répétées du pape François contre sa politique anti-migrants. Le président français Emmanuel Macron et son homologue ukrainien Volodymyr Zelensky attendent également faire les déplacements. En revanche, le président russe Vladimir Poutine, sous les coups d'un mandat d'arrêt de la Cour pénale internationale, ne prévoit pas s'y rendre. L'émission touche à sa fin. Merci pour vous et merci à l'équipe rédactionnelle qui a préparé ce journal. Que Dieu vous bénisse. Au revoir.